à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est la mathématicienne de tous les records, distinction, longévité militaire et puis aussi programmation informatique. Mais qui était vraiment Grace Hopper? C'est notre rôle modèle à suivre. Aujourd'hui, c'est Damien Denis qui a une idée derrière la tech. Et Damien, tu vas mettre un coup de projecteur sur une lampe très particulière, Lexilight. C'est ça, qui aide les élèves dyslexiques à mieux lire, tout simplement. Et on en parle dans un instant. Un Français sur 10 sans accès au numérique, c'était en 2019. La crise du Covid et son lot de confinement ont accéléré les équipements et les usages digitaux. La couverture numérique du territoire est passée à plus de 85% selon le baromètre 2021 du Crédoc. Des Français et internautes donc, oui, mais est-ce qu'ils maîtrisent vraiment tous les codes? Inclusion numérique, qui va payer la fracture? C'est notre question du jour. Pour en parler avec nous en plateau, Jingo, vous êtes la fondatrice de Connexio, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Bardot, cofondateur de Samplon, hello. Bonjour. Mais d'abord, focus. Un petit bug pour une mathématicienne, mais un grand bond pour la programmation informatique. Grace Hopper a donné naissance au premier compilateur et surtout au langage COBOL. C'était dans les années 50. Retour sur la carrière d'un rôle modèle de la Navy avec Edward Agnew. Cette femme a changé l'informatique à tout jamais. Grace Hopper, née à New York en 1906, elle suit des études de mathématiques, de physique et d'économie au Vassar College, dont elle sort diplômée en 1928. Elle obtient un doctorat en mathématiques à Yale en 1934 à l'âge de 28 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper s'engage dans la marine américaine. Rapidement promue au rang de lieutenant, elle est affectée au Bureau of Ordnance Computation Project à Harvard, dans une unité uniquement composée de femmes que l'on appelait les ordinateurs humains. Elle travaille sur l'ordinateur Harvard Mark I et fait partie des 3 premières personnes apprenant à le programmer. À la fin de la guerre, Grace Hopper quitte le service actif de la Navy et commence à travailler sur l'UNIVAC, le premier ordinateur commercial. Elle devient alors l'une des pionnières de la programmation informatique. En 1955, elle invente le langage Flowmatic, aussi appelé B0, le premier langage de traitement de données. 2 ans plus tard, alors qu'elle travaille chez IBM, elle défend l'idée qu'un programme devrait être écrit dans un langage proche de l'anglais et non pas être calqué sur le langage machine. Le langage COBOL va naître de cette idée en 1959 et sera une vraie révolution. Dans les années 70, elle poursuit ses travaux de normalisation du langage informatique. Durant toute sa vie, Grace Hopper a reçu de nombreux prix. En 1969, elle reçoit le prix de l'homme de l'année en informatique. En 1973, elle est la première femme à être nommée membre émérite de la British Computer Society. Et en 1983, elle reçoit le prix Ada Lovelace. Elle meurt à l'âge de 85 ans, le 1er janvier 1992. Et des années plus tard, le 22 novembre 2016, Barack Obama la décore à titre posthume de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. Et retour en plateau où évidemment le titre de Grace Hopper pour homme de l'informatique de l'année nous a fait réagir. Jingo, justement, sans Grace Hopper, pas de COBOL, pas de programmation, ou de langage en tout cas de programmation informatique, pas de Connexio. Oui. Non, je trouve que c'est important d'avoir des rôles modèles et quelquefois en fait on a justement cette tendance de pas en fait connaître justement il y a des femmes qui étaient vraiment historiques et qui avaient eu un impact très fort depuis le début de la création de la programmation. En fait, on pense peut-être à certains stéréotypes aujourd'hui de ce qui est un entrepreneur, des personnes qui sont basées à Silicon Valley, mais c'est important en fait et je pense que cette raison on est là en fait moi et Fred pour parler aussi des rôles modèles qui sont en fait de tout parcours, tout âge, vraiment en fait qui en fait peuvent ouvrir en fait, pour avoir un numérique plus inclusif. Fred, en effet, on en parlait. Pour Simplon, là aussi, cette idée de rôle modèle, c'est très important, quelle que soit l'origine. Oui, complètement. Ça fait du bien de revoir ces pionnières et de se rappeler qu'il y avait plus de femmes dans l'informatique à l'époque qu'il y en a maintenant. Donc il y a encore du boulot. Et puis, petit clin d'œil, nous, à Simplon, on continue à former des gens sur COBOL. Ouais. Donc sur une technologie des années 60, et il y a encore des jeunes qui sont formés, notamment pour les banques, qui ont encore beaucoup de systèmes de legacy qui tournent sur COBOL. Sur COBOL. Damien, Grace Hopper, là aussi, ça fait partie du panthéon des mathématiciennes et des programmatrices à connaître.
Ah oui, très clairement, il y en a plusieurs comme ça à connaître, celles qui ont envoyé par exemple sur la Lune, qui ont programmé les premiers systèmes sur la NASA par exemple. Ce genre de femmes-là, effectivement, qu'on a très souvent oubliées ou qui ont été mises en retrait. C'est bien qu'on les remette un peu en avant et qu'on parle plutôt de personnalité de l'informatique. Absolument, et vous le savez, c'est aussi un de nos rôles dans l'école du futur. Inclusion numérique, qui va payer la fracture? C'est notre question du jour, tout de suite. 92% de la population française est internaute et 83% se connectent tous les jours. On a presque envie de dire cocorico quand on entend ces chiffres du baromètre numérique 2021 du Crédoc. Mais ce taux de connectivité cache-t-il un manque d'acculturation, de maîtrise numérique? Jean Guo, vous êtes la fondatrice de Connexio. Quand on parle de fracture et d'inclusion numérique, on parle de quoi exactement? Oui, très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et aussi il y avait des enjeux qui ont encore augmenté depuis la crise Covid, c'est que quand on parle de fracture numérique, c'est pas juste une chose, c'est vraiment en fait plusieurs facteurs. On parle bien sûr en fait des enjeux d'équipement, même si en fait on avait justement cette couverture assez importante depuis les dernières années. Il y a aussi cet enjeu de connexion, et dernièrement il y a cet enjeu de maîtrise des bons usages, parce qu'on voit aussi il y a des nuances aussi quand on parle de maîtrise des compétences numériques. Par exemple, je parle souvent en fait des exemples de jeunes. Maîtriser TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes choses de maîtriser les usages de base pour la vie professionnelle. Et on avait vu en fait depuis le début de la crise Covid qu'on a demandé des équipes d'aller sur les outils en fait pour faire des rendez-vous, pour communiquer. Et c'est très important en fait, même pour les codes sociaux du monde du travail aujourd'hui, de maîtriser ça. Et donc pour nous, les grands enjeux, et on estime, en fait on dit qu'il y a 1 sur 10 aujourd'hui qui sont sans accès, mais c'est presque, si on inclut justement les personnes qui n'ont pas les bons usages, les bons maîtrises des outils numériques, c'est presque 1 sur 5. On parle de 13 millions de personnes en France qui sont concernées par cette fracture. Et après, en fait, pour nous, parmi les grands enjeux, il y a d'un côté cette accélération depuis le début de la crise, parce que c'était plus difficile. Il n'y avait en fait pas forcément, par exemple, toutes les plateformes de services publics qui étaient si disponibles. Et on avait trouvé, il y a des personnes qui étaient sans accès aux droits, même sur les bases de la vie pratique, qui étaient en fait vraiment en difficulté. Et donc pour nous, en fait, on ouvre aujourd'hui justement pour aider toutes ces personnes sur la base de la vie pratique et la vie professionnelle. Et on reviendra au modèle de Connexio justement dans un instant. Frédéric Bardot, Fred, vous déploriez dans une interview, c'était en juin 2021, pour rien de cacher, que l'inclusivité digitale soit dans un angle mort. Quand on voit ces chiffres, quand on voit ce taux d'équipement qui a largement rattrapé les usages, est-ce qu'on se dit que c'est toujours le cas au printemps 2022 ? Ah oui, moi je le pense, oui, effectivement. Et puis il y a un problème, comme on dit, de stock, c'est-à-dire il y a des millions de personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Il y a un problème du flux, c'est-à-dire que nos enfants apprennent le numérique à l'école, mais est-ce qu'ils apprennent des usages qui leur permettent d'accéder à leurs droits, aux services publics, ou de faire un CV, ou de trouver un job? Je suis pas sûr. Et c'est pas une pierre dans le jardin de l'éducation nationale. C'est compliqué d'acculturer à tous les nouveaux usages parce que les nouveaux usages évoluent. Donc je pense que c'est largement sous-estimé. Et en effet, on va en parler tout au long de cette émission. Jean, votre start-up sociale s'appelle donc Connexio. Elle s'est donnée une mission, lutter contre la fameuse fracture en proposant des formations au public les plus vulnérables. On parle des jeunes décrocheurs, on peut aussi parler des femmes sans emploi ou sans qualification, des réfugiés aussi. L'idée, c'est de faciliter leur inclusion socio-professionnelle. Concrètement, ça se passe comment chez Connexio ? Oui, bien sûr. Donc, chez Connexio, en fait, on a plusieurs piliers dans nos activités. La première chose qu'on essaie de faire, c'est vraiment faire un diagnostic pour comprendre les besoins. Parce que quelquefois, on a des publics qui viennent et qui mélangent un peu les termes IT, informatique, numérique. Quelquefois, ça semble comme un monolithe. Et pour nous, c'est déjà de décortiquer les besoins, de savoir en fait quels sont en fait les besoins les plus importants en fonction de projets professionnels. Et ensuite, on les insère vraiment dans un parcours de formation. On peut avoir des programmes de formation qui sont plutôt sur les compétences numériques de base jusqu'à des niveaux assez avancés sur les métiers numériques, développeur web, technicien système réseau et bien d'autres. Mais l'objectif, c'est de bien faire en fait le diagnostic, les mettre dans un parcours de formation et vraiment faire cette orientation après. Et l'objectif, vraiment, c'est de faire ça aussi, bien sûr, avec tous les partenaires d'écosystème, parce qu'on se trouve qu'on a en fait des parcours découverts qui sont assez courts pour comprendre c'est quoi déjà un métier. Et l'objectif après, c'est même de les orienter en fonction de leurs souhaits vers d'autres écoles de formation, vers d'autres opportunités. Même, on a des personnes qui souhaitent devenir
devenir entrepreneur, mais il se trouve qu'il y a pas mal des outils de base numérique à maîtriser avant de se lancer en entrepreneuriat. Et donc ça, c'est vraiment, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment être un peu un accélérateur, un catalyste pour justement les pousser plus loin dans leur parcours professionnel. Oui, c'est vraiment un amplificateur, un tremplin pour pouvoir mieux appréhender ces carrières, ces métiers, ces professions du numérique. Et vous le verrez, elles sont nombreuses. En 2020, vous avez accompagné 1300 apprenants, si je ne dis pas de bêtises. L'ambition affichée d'ici 2023, c'est de former et d'accompagner 10 000 apprenants et apprenantes. Comment vous allez relever ce défi ? Donc je pense que justement en fait pour arriver en fait à atteindre nos objectifs d'ici les prochaines années, c'est vraiment déjà en fait de continuer ce qu'on fait, mais avec plus de déploiements dans les régions. Aujourd'hui, Connexio, on est présente dans 3 régions en France, bientôt une 4e, et on a aussi des sollicitations par d'autres partenaires dans notre région. Donc déjà, c'est d'amplifier nos efforts, attendre en fait des nouvelles régions, nouveaux territoires, et aussi vraiment bien faire en fait en fonction de parcours et de partenaires. Quelque chose qu'on essaie de vraiment éviter aujourd'hui, c'est des ruptures de parcours, parce qu'on ne veut pas, c'est en question de logement ou autre chose de base qui en fait empêche un de nos apprenants de ne pas finir leur parcours de formation. Et donc, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres partenaires sur en fait, des services complémentaires, mais aussi ceux en fait, avec qui on ouvre ensemble, qui sont aussi des acteurs du numérique. Oui, et vraiment, le fait de pouvoir ouvrir à une multiplicité de territoires, c'est crucial parce que ces talents, ils peuvent se cacher partout. Frédéric Bardot, Simplon, si je le définis comme un réseau de centres de formation au métier du numérique, est-ce que j'ai tout bon ? Ah oui. Oui, et puis surtout, l'idée, c'est d'aller chercher ces futurs talents. Ceux qui sont en situation de handicap, de décrochage, de réorientation. Vous avez fait réellement du numérique un levier d'inclusion. On parle souvent de Simplon comme une école de la deuxième chance. Je sais que vous détestez ce terme. En réalité, vous vous dites non, c'est une école de la chance tout court. Oui, ça peut être la première, la deuxième, la troisième. Il y a des parcours de vie très différents. Il y a des gens qui quittent le système scolaire sans diplôme. Il y a des reconversions, des gens qui sont dans des plans sociaux. Et puis, il y a des gens qui ont envie de changer de boulot ou qui ont un boulot, comme David Graeber le disait, un bullshit job ou un boulot mal payé. Et donc, effectivement, ça peut être la première, la deuxième, la troisième. L'intérêt, c'est d'ouvrir les opportunités qui sont ouvertes par le numérique et tous ces métiers en tension au plus grand nombre. Donc, c'est un peu venez comme vous êtes, effectivement. Donc, nous, on a un petit peu pris de l'avance par rapport à Connexio. On est déjà un peu partout en France et aussi à l'étranger, mais c'est exactement le même principe. Et on a compris l'importance des compétences numériques fondamentales un petit peu tardivement. À Simplon, on avait commencé par développeurs, c'était une école de code, mais là, on s'est rendu compte que la première marche manquait souvent. Et donc, les compétences informatiques fondamentales, c'est la clé. Et tout le monde peut monter en compétences. Et maintenant, tout le monde est dans le business du numérique. Il faut des compétences numériques pour être journaliste, pour être agriculteur, pour être artisan. Donc, voilà. Le numérique, ça mène à tout. Donc Simplon, c'est un peu le McDo des métiers du numérique. L'histoire, justement, de Simplon, elle a démarré en 2013 à Montreuil, près de Paris. On parlait de ces territoires, vous en parliez aussi il y a un instant. Cette histoire, elle continue dans l'Hexagone, dans plusieurs régions, mais aussi à l'étranger. Vous comptez ce que vous appelez des fabriques. 127 fabriques de Simploniens et de Simploniennes partout dans le monde. La situation de la fracture numérique, elle est quasiment la même dans tous les pays où vous avez décidé d'implanter Simplon ? Non, il y a des réalités assez différentes. Effectivement, il y a déjà une fracture entre les métropoles et le côté urbain dans les pays et la ruralité. Ça, c'est vrai un petit peu partout. Et après, effectivement, vous parliez du taux de couverture en cocorico en France et en Europe. Nous, on est dans 14 pays en Afrique. Effectivement, déjà, on a un peu de mal à avoir de l'électricité parfois en Afrique. Donc, du réseau, c'est un peu différent. Donc, c'est vrai que c'est assez contrasté. Il y a vraiment la fracture urbain-rural qui est très forte. Et puis après, il y a la fracture, malheureusement, nord-sud. Damien, c'est important là aussi de se dire que les métiers du numérique, ces formations, notamment à la programmation, notamment au langage informatique, elles vont bénéficier à tous ces futurs talents où qu'ils se trouvent. Oui, très clairement. Alors, on a tendance à dire que c'est un nouvel alphabet, une nouvelle langue. Justement, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que justement le code, c'est véritablement un nouvel alphabet ou avant tout, pour se battre contre l'électronisme, qui est ce que vous décrivez, c'est avant tout plutôt essayer déjà de comprendre une logique, avant même de parler de code, parce que tout le monde ne va pas devenir forcément codeur. Par contre, tout le monde va peut-être utiliser des outils numériques. Oui, je dirais en fait pour nous et comment on voit ça, parce que je pense qu'on a cet axe assez fort sur les compétences de base, c'est de plus en plus on voit en fait que le numérique c'est presque une couche sur la vie d'une manière générale, et il y a cette parce que je pense que Fred a mentionné, il y a cette adoption assez rapide de tous les nouveaux usages, les plateformes changent, en fait ce qu'on va aussi devoir apprendre va changer, et donc je pense que c'est très important pour les codeurs aussi non codeurs, c'est comment je vais apprendre à apprendre, et c'est quoi en fait quand on parle de framework, c'est quoi les bons en
fait principe logique qui va m'aider justement en fait à continuer à faire évoluer. Donc je pense que c'est ça qui est assez important en fait dans notre approche chez Connexio. Il y a l'aspect méthodologique que souligne évidemment Damien dans l'apprentissage du code, mais il y a aussi aujourd'hui l'essor du no-code. Est-ce qu'on est en train d'assister à deux mondes qui s'affrontent ? Non, pas du tout. C'est vraiment très complémentaire. C'est pas du tout pour les mêmes usages. Le no-code remplit des besoins qui sont très intéressants parce qu'il démocratise la programmation sans l'aspect technique au plus grand nombre. En revanche, si vous voulez monter un système qui est vu par des millions de gens, le no-code sera pas satisfaisant en termes de scalabilité ou de sécurité. Donc c'est un nouvel usage, ça démocratise, donc ça va dans le bon sens. Mais effectivement, je vous rejoins, c'est une question d'alphabet. Il y en a qui disent que c'est une langue, mais en fait, comme Dominique Cardon disait, il faut coder et décoder. Et donc coder, on n'est pas tous obligés d'être codeurs. Par contre, décoder le numérique dans notre vie quotidienne, on est vraiment obligé. Donc tous les services publics sont dématérialisés, on va y revenir, mais donc c'est une culture, moi je dirais plus qu'un alphabet. Et cette culture, justement, on peut penser, et on le disait au tout début de cette discussion, Jean, que les digital natives l'ont forcément beaucoup plus simplement que d'autres, que leurs aînés tout court, sauf qu'en fait, ces digital natives, maintenant, ils ne maîtrisent pas forcément la bureautique, et les seniors, eux, n'ont pas forcément d'autre choix que d'effectuer des démarches en ligne aujourd'hui. L'inclusion numérique, c'est surtout pas une question de génération. Non, pas du tout. Et je pense que ce qu'on voit, c'est vraiment ça touche tout le monde, peut-être à différents niveaux, pour différents cas d'usage, mais par exemple pour nous, typiquement les jeunes, ce qui peut être étonnant, on a en fait beaucoup de travail sur le terrain avec les missions locales, et ça se trouve en fait il y a un sur deux jeunes qui viennent chez nous qui n'ont pas en fait un boîte mail parce que ils pensent que je peux tout faire sur mon smartphone, même mes devoirs, en fait tout. Et en fait, il y a quand même des besoins de base qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc pour nous, en fait, ça c'est un exemple. Les jeunes, je pense qu'il y a les seniors, il y a des personnes en fait qui vont peut-être soit en fait pour une question de maintien d'emploi ou même reconversion professionnelle. Je pense qu'il y a tous les cas d'usage et donc c'est important de rappeler que peut-être les besoins sont pas les mêmes, mais les besoins en fait sont quand même assez importants à tous les niveaux. Ah, c'est intéressant ce que décrit Jean, là, Fred, parce qu'on a affaire à une génération mobile first qui passe pas forcément par les cases qu'on leur demande en fait justement de pouvoir maîtriser pour leur insertion socio-professionnelle, pour leur orientation, pour même le parcours pédagogique. Il faut les réacclimater à tout ça ? Oui, pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, il faut un email, mais eux, j'ai envie de dire, c'est un passeport. C'est un outil de boomer, ça, l'email, aujourd'hui, non ? Exactement, sauf que dans le monde professionnel, c'est vraiment l'outil de base. C'est un vieil outil qui date du temps presque juste après Grace Hopper, mais c'est vrai que les usages professionnels par l'email, effectivement, sont beaucoup plus développés. Donc, tant que les entreprises et le recrutement ne passent pas par TikTok ou par Insta, il va falloir que les jeunes s'y mettent, effectivement. Donc, les Simploniennes, justement, qui viennent nous voir, ils ont quel âge ? L'âge moyen, c'est 29 ans. Donc, en fait, on a la moitié des gens qui ont moins de 25 ans, mais la moitié qui ont plus de 25 ans. Donc, il y a vraiment de tout. Et Jean a raison, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de genre, bien entendu. Et puis, c'est pas une question de niveau de diplôme. Il y a une surreprésentation. Il y a plus de fractures numériques chez les personnes âgées, chez les personnes peu diplômées et les personnes plutôt pauvres, à un revenu médian inférieur à 1 400 €. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est un monopole. Et puis aussi, il y a une autre fracture, c'est actif. C'est-à-dire que c'est pas réservé aux demandeurs d'emploi d'avoir des problèmes. Il y a des salariés qui sont illettrés du numérique. À Saint-Pon, on en forme des centaines par an. Donc des gens qui sont dans leur job et qui ne peuvent pas accéder aux services RH, qui ne peuvent pas déposer leur congé payé parce qu'ils sont en situation d'illettrisme numérique. Ça, c'est vrai qu'on en parle peu. Il y a la partie bureautique, en effet, au sein de l'entreprise. Il y a aussi des questions de mobilité interne, j'imagine, pour pouvoir progresser là aussi dans ce job ou dans sa propre entreprise. Il faut savoir maîtriser les codes et les codes numériques. Là aussi, vous pouvez les aider ? Ah oui, complètement. Même déposer un congé payé ou un arrêt de travail, s'il faut passer par l'intranet, vous imaginez bien qu'il peut y avoir entre 15% et 30% de l'ensemble des salariés d'une boîte qui est en situation de décrochage numérique. C'est énorme. C'est pas petit. Mais justement, aujourd'hui, on voit quand même une marche forcée, une numérisation de l'administration. Donc, ça simplifie les choses, ça simplifie les démarches. On est super content d'avoir son certificat dont on a besoin immédiatement plutôt que de devoir l'attendre par la poste. Mais ça crée aussi, et ça creuse quelque part aussi ces inégalités. Exactement. Et je pense pour nous, et peut-être dans les approches chez Connexio, c'est aussi d'amener des gens vers l'autonomie. Parce que ce qu'on voit aussi, et on a des activités, on fait ces diagnostics, et quelquefois on a des personnes qui veulent juste dire, en fait je vous donne mon problème et résous le problème et c'est bon. Mais pour nous, ce qu'on voit, c'est que si vous venez aujourd'hui pour un problème de CAF, mais demain vous revenez pour un autre problème de Pôle emploi, ça aide pas la personne, ça les entraîne pas.
pas de devenir autonome. Et donc, je pense que c'est ça ce qui est très important, cette autonomie numérique. Comment je vais faire, en fait, pour moi-même. Et donc, même dans notre approche, quelquefois, en fait, on va éviter de faire pour eux. Donc, au lieu de faire à la place d'eux, on essaie de faire vraiment, en fait, on pose les bonnes questions. Comme ça, peut-être la prochaine fois, ils vont réagir. Si, en fait, le bouton, en fait, sur un des plateformes vont changer, ils vont, en fait, essayer de réfléchir, en fait, un peu plus, chercher par eux-mêmes, trouver les bonnes informations. Ça, c'est très, très important. Et quelquefois, en fait, il y a cette culture aussi, je pense, qu'à adopter. Ouais. Rendre les usagers du numérique des citoyens autonomes, c'est bien ce dont il est l'objet aujourd'hui dans cette émission sur la fracture numérique et son inclusion. On va examiner les solutions dans un instant parce que oui, il y en a, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Des vidéos, des images qui nous font rire, qui nous amusent ou parfois qui nous agacent, toujours sélectionnées par chérie Jessica Issenge. Hello? Voice match. Is new owner Wilf Reimer? If so, say continue. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, bien sûr, toujours avec Jingo. Vous êtes la fondatrice de Connexio et Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon. On reprend notre débat sur l'inclusion numérique dans un instant, mais d'abord, Damien Douany a une idée derrière la tech. Alors Damien, avez-vous plaisir à lire? Oui. C'est très bien. Oui, non, c'est un oui franc et massif. Je vois, effectivement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment lorsqu'on est dyslexique. La dyslexie, c'est un problème qui touche en moyenne 3 enfants par classe. C'est un trouble de l'apprentissage du langage écrit qui entraîne souvent des difficultés scolaires et une perte de confiance en soi. Alors la dyslexie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que l'on ait 2 yeux dominants au lieu d'un seul en particulier, enfin en général plutôt, qui fait qu'il y a 2 infos qui sont envoyées en même temps au cerveau, ce qui perturbe logiquement la lecture. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les images miroirs. Par exemple, le P qui devient Q, le B qui devient D. Enfin voilà, on est perturbé, on ne sait plus trop comment arriver à lire. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour aider justement les enfants dys et notamment dyslexiques à lire un peu mieux. Il y a une solution que vous avez trouvée d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une solution française d'ailleurs qui est issue de la recherche de 2 chercheurs français qui ont fait une trouvaille en 2017, cette histoire de deuil persistant. Et donc, il y a une solution technique à inventer, ça s'appelle la Lexilight. Ouais. Alors, heureusement est arrivée la Lexilight. C'est quoi? C'est une lampe que l'on voit là à l'image que vous allez poser sur votre bureau ou sur le pupitre d'école. On peut la transporter, elle est fournie avec un petit sac, et qui va permettre au cerveau de traiter l'information comme s'il provenait
d'un seul œil dominant. Les images miroirs vont disparaître et le dyslexique va retrouver immédiatement un confort de lecture. Et ça marche comment concrètement? J'ai bien compris le phénomène que ça produisait pour rapporter du confort aux personnes dyslexiques, mais il y a de la tech dedans? Ah bien sûr, il y a de la tech, il y aura plus que jamais. Justement, cette lampe, elle va permettre de personnaliser la lumière en fonction des besoins de chacun. Et d'ailleurs, c'est issu du fait qu'on utilise des LED maintenant. Avant, avec une lampe classique, c'était pas possible. Alors comment ça marche? Grâce à 2 boutons que vous avez à l'arrière de la lampe, vous allez pouvoir, enfin la personne qui est dyslexique va pouvoir faire des réglages précis. Elle va régler l'onde lumineuse de la lampe en agissant sur la pulsation et sur la modulation de la lumière issue de la lampe LED. Et ça va permettre, comme cela, très facilement de détacher mieux les lettres et de faire en sorte d'améliorer la lecture, d'ajuster la netteté et de ne plus se tromper sur les lettres. Ce que j'aime beaucoup, cet objet que j'ai vu, je l'ai testé, j'ai joué avec, c'est qu'en plus, il est beau. Et ça a été fait exprès. Ça a vraiment été fait exprès. C'est un parti pris réel parce que déjà, c'est compliqué d'être dyslexique. Alors si en plus, c'est pour avoir un truc moche sur la table, non. Notamment pour les enfants, il y a quelque chose qui est, on va dire, qui est valorisant d'avoir cet objet qui est joli, qu'ils peuvent poser sur la table, au bureau, qu'ils peuvent prendre avec eux à l'école. C'est comme ça qu'on l'ont voulu les développeurs, leurs concepteurs, c'est que ce ne soit surtout pas stigmatisant. Il est hyper simple d'utilisation, vraiment. On l'allume, ça marche. C'est très Apple dans l'esprit. Et ça soulage immédiatement. À noter aussi qu'il y a un mode de lecture classique. Donc, autrement dit, ça peut être une lampe de bureau classique et ça fonctionne bien. Et puis, automatiquement, vous avez un petit bouton, vous basculez en mode on va dire, dyslexique au moins. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les concepteurs de cette lampe ont voulu à tout prix qu'elle soit développée et fabriquée en France. Donc, elle est en Bretagne, à Saint-Malo, très précisément. Il y a 2 petites PME qui développent les cartes électroniques et la partie design. Et ça coûte 549 €. C'est cher, oui, mais c'est proposé en plusieurs fois sans frais, si l'on veut. Et quand même, pour l'avoir vu et pour l'avoir testé, alors je ne suis pas dyslexique, mais des personnes qui le sont, c'est assez magique, ça marche tout de suite. Et c'est un coût qu'une famille peut supporter ou peut-être une école, si on peut l'utiliser à l'école directement, Alors oui, effectivement, aujourd'hui pour les familles, c'est un investissement, il faut le reconnaître, mais ça quand même, ça soulage énormément d'un seul coup l'enfant. Sinon, effectivement, il y a des solutions pour que des écoles puissent s'équiper de ces lampes-là pour les enfants qui sont dyslexiques en classe. Et c'est très intéressant la remarque que tu faisais sur le design, parce que, alors d'une part, Tony Fadell aurait, je pense, adoubé cet objet. Tony Fadell, qui était le patron du design chez Apple pendant très longtemps et le père de très nombreux produits. Johnny Ive. Johnny Fadell, c'est le papa de l'iPhone, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le stigmate qu'on peut se sentir porté quand on a ce handicap qui peut être visuel, parfois qui peut être auditif ou autre, il faut qu'il soit absorbé dans le design. Il faut du coup donner des moyens de pouvoir ouvrir les possibles. C'est ce que vous faites aussi quelque part sur ce qui pourrait apparaître comme un stigmate en matière d'inclusion numérique quand on n'a pas l'acculturation, quand on n'a pas les codes pour pouvoir entrer dans ces métiers portés justement par le numérique. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un design adaptatif au cours que vous proposez, Frédéric? Je pense que les efforts qu'on fait pour que nos formations soient inclusives et que le numérique soit un peu démystifié et démocratisé, je pense que ça bénéficie à tout le monde, aux gens qui ont des problèmes, mais à tout le monde. C'est un peu comme le facile à lire et à comprendre ou la télécommande. Pour la télé, ça a été inventé pour des personnes en situation de handicap. Ça rend des fiers services quand même de pouvoir zapper à distance. C'est un peu la même chose sur les formations qu'on propose. L'accessibilité numérique, ce qui est la capacité d'un site internet à être lisible par une personne en situation de handicap, c'est pas intéressant que pour les personnes en situation de handicap. Le premier aveugle entre guillemets de l'internet, c'est le robot de Google. Donc pour être bien référencé, il vaut mieux avoir un site accessible aux personnes en situation de handicap. Donc je pense qu'effectivement vous avez raison, les efforts de design et de conception universelle, ça ramène tout le monde dans le train du numérique et pas seulement ceux qui ont des problèmes. Est-ce qu'il y a encore trop peu le cas en matière d'accessibilité numérique, puisque le chiffre est toujours là et toujours aussi criant et parlant, 70% des sites web ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, notamment visuel. Jean, là aussi, rendre attrayante, rendre belle ces formations, parce que oui, ces métiers qui sont proposés à l'issue des cours chez Connexion, ils sont beaux, c'est important. Je pense que c'est très important, oui, de comprendre aussi pour les personnes qui arrivent chez nous, c'est quoi peut-être les objectifs ultimes, comment en fait moi je peux en fait m'en servir de ces formations. Et pour nous, je pense que c'est aussi cette approche assez globale qui est assez importante, parce que on voit en fait il y a bien sûr en fait les objectifs de formation, de montée en compétences, mais pour nous aussi, si l'objectif final c'est l'insertion socio-professionnelle, c'est très important aussi. Il y a cette focus aussi peut-être sur un approche de soft skills presque, de comment en fait je vais préparer pour les entretiens, comment en fait je vais
travaillent pour justement insérer dans un nouveau métier, nouveau en fait monde professionnel aussi. Si surtout c'est la personne en fait va faire une reconversion, en fait vraiment en fait démarrer dans une nouvelle carrière. Et donc pour nous c'est très important, oui, en fait de comprendre bien en fait ces logiques jusqu'au bout de parcours de formation. Et je pense que c'est très important, ça fait de me démystifier, comme on dit aussi, parce que quelquefois si on n'a pas justement les bons rôles modèles, on peut pas se projeter et dire en fait je vois pas beaucoup de monde comme moi qui peuvent être développeurs. On avait eu ça aussi avec certaines de nos apprenantes qui disent en fait je sens très seule si je suis en fait la seule fille dans une équipe d'une dizaine en fait d'hommes en fait dans mon équipe tech. Donc comment je fais pour justement être aussi acquis en fait dans l'entreprise. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi en fait pour aider des gens à projeter et dire oui, il y a des gens en fait comme vous, et je pense qu'il faut aussi quelquefois affranchir ces barrières pour avoir plus justement de diversité, de perspectives assez différentes dans cette ère numérique. Oui, absolument. Les savoir-être mariés au savoir-faire numérique pour justement résoudre cette fracture. On a des solutions, on en parle tout de suite. Et justement, dans cette grande question de la fracture numérique, on va se concentrer sur la question de l'éducation, parce que plus un utilisateur numérique est diplômé, plus il se considère compétent sur les outils et les services en ligne. Ça a l'air d'être une lapalissade dit comme ça, mais on fait quoi pour ceux et celles qu'on pourrait laisser au bord de la route, Frédéric ? Eh ben, il faut faire quelque chose. Déjà, c'est une question d'égalité, d'universalité et d'accès. Et moi, je pense que le numérique, c'est une solution, mais ça peut être aussi un problème, on le disait tout à l'heure. Et donc, il faut que le numérique, c'est fait pour rendre des services à des gens qui ont le plus besoin d'avoir ce type de service. Donc, si le numérique n'est pas accessible, en fait, on se tire effectivement une balle dans le pied. Et après, avec Jean, on partage aussi cette conviction que c'est pas parce qu'on est illettré du numérique qu'on peut pas découvrir le numérique, qu'on peut pas découvrir ses métiers et qu'on peut pas devenir un professionnel du numérique. Ça, c'est la boucle est bouclée, mais donc effectivement, il faut faire un effort très très fort pour que personne... Mounir Majoubi disait le numérique, c'est un TGV, donc soit vous êtes dedans, soit il passe dans votre jardin et vous ne pouvez pas monter dedans. Donc là, il faut que tout le monde soit dans le TGV. Mais déjà, il y a une question de départ qui est comment repérer ces décrocheurs et ces décrocheuses. Où est-ce qu'on va les trouver? Comment est-ce qu'on identifie les trous dans la raquette? Il y a une partie des gens qui se manifestent spontanément dans les mairies, dans les caves, dans les pôles emploi. Et puis après, il y a des outils. L'État a créé un outil qui s'appelle PIX, qui est un outil de diagnostic numérique. Donc c'est un questionnaire qu'on peut faire pour regarder quel est le niveau, un peu comme le TOEFL ou le TOEIC pour l'anglais. Là, c'est pareil pour le numérique. Mais ce qu'on peut reprocher à ce test, c'est qu'il demande déjà... il faut qu'il... des compétences. Il demande déjà des compétences. Il faut déjà y aller sur le numérique. Et donc, il y a effectivement la première marge. Donc effectivement, soit les gens sont en difficulté, on peut les détecter, soit ils se réfèrent à des travailleurs sociaux, genre dans les missions locales, et à ce moment-là, il faut effectivement les renvoyer vers des lieux de médiation numérique ou vers des médiateurs numériques et les conseillers numériques France Service qui ont été déployés, là, les 4000 par le gouvernement récemment. Ça veut dire quoi qu'en matière d'inclusion numérique et d'école, il faut faire entrer cette logique numérique dès la classe ? Je pense que oui, je suis d'accord avec le fait que ça c'est quelque chose, comme on voit, c'est de plus en plus une culture en fait qui touche en fait vraiment plusieurs aspects de nos vies. Vraiment, ça doit commencer en fait, dès le début. Après, je pense qu'il y a plusieurs manières aussi d'aborder ça, parce que peut-être pour les jeunes ou pour les enfants, en fait, il y a peut-être des jeux ou en fait des manières plutôt ludiques de faire introduire, même par exemple pour nous quelquefois on fait des jeux Scratch où vous découvrez en fait par jeu en fait c'est quoi les logiques de code. Je pense qu'il faut aussi passer en fait en fonction en fait de chaque niveau, chaque objectif par différents en fait usages, parce que pour nous je pense que un des difficultés peuvent être pour les jeunes de comment en fait attirer en fait leur attention, parce qu'ils vont dire mais pourquoi j'ai besoin d'apprendre les tableurs, je vois pas l'utilité en fait dans ma vie de quotidien. Ça peut être un peu rébarbatif quand même, de faire de l'Excel toute la journée. Oui, et donc je pense pour nous c'est de trouver en fait il y a des manières en fait il y a des besoins derrière, parce que si en fait vous savez en fait pas comment en fait je sais pas en fait traquer vos dépenses en fait mensuelles, où il y avait je pense que certains besoins aussi pour vraiment en fait utiliser en fait ces logiciels, je pense que c'est ça qui est important derrière. Et donc je pense qu'il faut commencer en fait assez rapidement parce que justement il y a ce TGV en fait qui est déjà en fait parti et je pense que l'enjeu c'est comment en fait on fait, parce que en fait de plus en plus on va accélérer. Je sais que d'autre côté en fait on a des gens en fait qui vont être en fait plus en difficulté en termes de rattrapage aussi.
Scratch, qui d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais est un petit chat qui aide à programmer notamment pour les enfants ou même pour les grands quand ils ne connaissent rien en programmation, et c'est pas grave. Qu'on aime beaucoup ici dans l'école du futur. Je sais que tu aimes beaucoup Scratch, oui, Damien. Guillaume Gralet aussi est un grand fan de Scratch. On fera peut-être une chronique un jour vraiment détaillée sur ce petit chat. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à cette question de se dire que partir de l'usage, c'est toujours payant en matière de courbe d'apprentissage. Si je comprends à quoi mon usage, justement, va mener, va servir, c'est plus simple pour moi d'apprendre ce savoir-faire numérique, Frédéric. Complètement. Et puis nous, à Simplon, vraiment, on a cette idée que la pédagogie active, le learning by doing, il n'y a que ça de vrai. Le numérique, ça ne se théorise pas. On ne peut pas vous l'expliquer. Il faut mettre les mains dedans, il faut le faire, il faut échouer. Et puis, il faut effectivement trouver quelles sont les compétences qu'il faut développer par rapport à ces usages. Jean a raison. À quoi bon être ceinture noire d'Excel si on n'en a pas l'usage, on va dire, au quotidien? En revanche, remplir un formulaire, utiliser un email, savoir faire une visio, parce qu'en ce moment, peu importe son métier, on est souvent amené à être en visio. Tout ça, c'est des usages, effectivement, de la vie quotidienne qui sont importants et qui peuvent freiner la vie quotidienne des gens. Justement, est-ce qu'il n'y a pas, des fois, chez les personnes que vous formez, cette sensation, justement, un peu de dévalorisation personnelle liée au fait que j'ai pas réussi à faire un truc qui a l'air simple, mais j'y arrive pas, c'est pas pour moi, et très souvent même la première barrière qui est j'abandonne, c'est pas pour moi, alors que justement comme au lit, il faut y aller. Complètement, on voit même des stratégies d'évitement, c'est-à-dire je sais que je vais être en difficulté, donc j'appelle ma nièce, mon oncle, mon petit cousin, mon fils pour pouvoir faire et pour ne pas effectivement afficher mon incompétence, alors qu'on est tous un peu illettrés du numérique. Moi, la première fois que j'ai installé Zoom, en fait je connaissais pas l'interface, alors que ça fait 25 ans que je fais du numérique. L'incompétence, elle est inscrite dans l'évolution de la technologie. On est tous en limite d'incompétence tout le temps, on apprend tous les jours, mais effectivement il y a des stratégies d'évitement, il y a une honte de ne pas être sur les réseaux, de ne pas faire comme les autres, et ça effectivement il faut la combattre parce qu'on a tous à apprendre, et ça c'est le sens de l'histoire. Et je dirais même parmi nos différentes missions, les axes pour lesquels on ouvre, c'est vraiment aussi que oui, pour certaines personnes, ils vont se trouver des excuses, des raisons d'éviter. Je pense on sent quelquefois c'est honte aussi parce que quelquefois ils savent pas par où commencer, justement, parce qu'il y a les démarches, tous les usages, à comprendre et apprendre. Et après, derrière, je pense pour nous, c'est quand même de faire ce travail assez important de sensibilisation. Parce que si aujourd'hui, on ne travaille pas, sur ça, je pense que demain, ça va être encore, plus problématique. Il n'y a pas quelque chose où on dit que dans quelques années, si j'ai pas vraiment, fait des efforts, ça va être OK, ou, je peux, débrouiller sans. Je pense que ce qu'on essaie de rappeler les gens, c'est un changement assez profond de la société. On va de plus en plus être digitalisé et il faut que tout le monde soit embarqué ou sinon c'est une source d'exclusion socio-économique énorme. Ouais, c'est un véritable défi en l'occurrence de l'inclusion dans cette société de plus en plus numérisée. 35% des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet. Encore une fois, ce sont les chiffres du baromètre 2021 du Crédoc qui nous le montrent. On voit bien la persistance de la déconnexion d'une partie de la population, Frédéric. Oui, et puis j'ai envie de dire, parfois on les aide pas. Je ne veux pas jeter la pierre, mais on parlait de design tout à l'heure. Peut-être que certains services publics, certaines applications sont aussi un petit peu mal faites, et donc elles incitent pas forcément à l'usage, elles sont pas forcément intuitives, elles sont peut-être rédigées dans des vocabulaires un peu trop administratifs. Donc j'ai envie de dire, c'est une responsabilité collective. L'inclusion, c'est pas juste la question de l'utilisateur. C'est comme si on disait que la crise écologique vient du fait que c'est les consommateurs qui consomment mal. Non, les entreprises font des produits polluants aussi. Et je pense que dans le numérique, il y a des designers et des professionnels qui font des outils qui ne sont pas du tout intuitifs. Damien. Est-ce qu'il y a une question aussi de matériel ? Parce qu'on le voit aussi, il y a une sorte d'obsolescence par rapport à certaines applications qui ne sont plus installables, certains sites qui sont difficiles à accéder. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois rendre accessibles aussi certains outils ou certains services en les codant mieux, peut-être de manière plus légère, pour les rendre plus accessibles à des matériels plus anciens. Mais il y a aussi cette question aussi du matériel en lui-même. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui ? Est-ce que c'est lié ? Complètement. L'inflation logicielle, l'obsolescence programmée, elle vient aussi du fait que les logiciels sont de plus en plus lourds et qui nécessitent effectivement des matériels de plus en plus évolués. Donc la sobriété numérique et la frugalité voudraient qu'effectivement on puisse avoir des choses plus légères. Donc il y a une question... Donc c'est un élément d'accessibilité aussi. Complètement. Ouais, complètement. Oui, et je sais que pour nous, il y a des réflexions aussi pour lier justement ces enjeux climatiques, presque de transition écologique, avec les enjeux du numérique aussi, parce que de plus en plus, et peut-être il y a peu de monde qui est aussi
quand on parle de numérique, c'est ça que je pense que le numérique a aussi un impact environnement en fait, assez important. Et donc pour nous, par exemple, dans certains de nos parcours aujourd'hui, on a essayé d'introduire les concepts de l'éco-conception. Quand j'écris en fait des lignes de code, il y a en fait des manières de créer en fait pour faire en sorte de pas en fait rappeler les bases de serveurs chaque fois. Et ça va en fait aussi être plus facile de télécharger le site parce que s'il y a trop d'images, trop de code, ça prend du temps aussi. Donc il y a des manières, des bonnes pratiques aux côtés utilisateurs en fait pour aider les utilisateurs et aussi les designers en fait les personnes derrière les sites et les applications. Ce qui est intéressant aussi parce que quand on parle aujourd'hui d'inclusion au numérique, l'idée c'est de pouvoir inclure cette partie de la population directement dans un numérique plus éthique, plus inclusif, plus durable, leur éviter de passer par les étapes par lesquelles nous avons dû passer pour réussir à avoir aujourd'hui ces pistes de réflexion en se disant oui, un numérique plus durable, c'est possible. Ah oui, c'est possible et puis c'est indispensable. Le numérique, c'est une ressource critique non renouvelable. C'est comme si on avait un stock de numérique et plus on l'utilise pour faire des choses qui ne sont pas utiles, plus on tape dans un capital en fait. Donc effectivement, on a intérêt à être le plus robuste possible, le plus flexible et à s'inspirer peut-être des Africains, des technologies SMS par exemple. On a trouvé plein d'applications géniales. Je ne rentrerai pas dans SNCF Connect pour prévenir des gens que leur train a du retard. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, vraiment. La meilleure technologie pour prévenir les gens que leur train a le retard, ce n'est pas une technologie qui a de l'IA, c'est du SMS. Et ça, c'est frugal. C'est écologique et c'est redoutablement efficace. Ce fameux leapfrogging, ces sauts de grenouille que les utilisateurs, utilisatrices et puis surtout innovateurs et innovatrices africains ont très bien su faire, ne pas leur remettre, en fait, si j'ose dire, dans les pattes de grenouille, des problématiques dont on peut aujourd'hui se départir. Jane, c'est vraiment ça l'idée. Oui, je pense que de plus en plus on voit ça et après ça dépend, j'imagine, en fait, de différents en fait, besoins sur le terrain, mais je pense que de plus en plus, si en fait on a des moyens de sauter en fait plus rapidement, je sais que en fait dans certains en fait pays et certains en fait moyens, je pense qu'on saute aussi directement sur les mobiles. Après, je pense qu'il y a toujours en fait ces questions en fait sur les outils. En fait, on vient de mentionner le matériel, mais si en fait c'est plus efficace et en fait c'est toujours accessible ces outils, je pense que l'objectif en fait c'est d'aller en fait plus rapidement pour que tout le monde soit inclus. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie vers des questions d'avenir aussi de l'écosystème numérique, un enjeu de transformation pour les futurs talents du secteur. On va en avoir besoin parce qu'on attend 225 000 créations de postes dans le digital d'ici 2025. Où est-ce qu'on déniche les talents, les cerveaux dont la tech a besoin? Chez vous, chez Simplon? Chez Simplon, chez Connexio, dans toutes les formations de la grande école du numérique, donc pas forcément que dans les écoles d'ingénieurs. On a besoin de tellement de gens. Si on ajoute les plans de recrutement de toutes les licornes dont on parle beaucoup en ce moment, c'est 4 à 5 000 personnes par an. C'est-à-dire, les IUT informatiques de France, tout confondu, en font 5 000 par an. Simplon en fait 5 000 par an. Et vous imaginez les besoins, c'était juste pour les licornes. En fait, il y en a beaucoup plus, 225 000. Si on s'ajoute tous les uns les autres, on n'y arrive pas. Donc il va falloir créer des nouvelles formations, des nouvelles manières. Donc en fait, on ne sera jamais assez pour pouvoir remplir le sujet. Et en plus, c'est un sujet mondial. C'est pas que la France, c'est toute l'Europe, c'est tout le monde entier. Jean? Damien? Justement, vous parliez de rôle modèle tout à l'heure. Dans ce que vous faites aujourd'hui et dans les profils que vous essayez de former pour les amener au numérique, est-ce que vous essayez aussi de corriger le fait qu'il y ait très peu de femmes? Très peu de jeunes filles qui s'y intéressent pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais aujourd'hui on constate ça et on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois ici sur ce plateau. Comment vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice là-dessus? Oui, et je pense pour nous et personnellement aussi comme combat, je pense que c'est aussi assez important. Il y a cet effet de rôle modèle, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est en fait ça part en fait d'une question en fait même en fait à la base dès l'école, parce que je pense qu'il y a des choix d'orientation en fait vers les métiers. Donc je pense que l'enjeu en fait les problèmes commencent là. Et après pour nous, je pense que l'objectif c'est vraiment de faire en fait pas mal en fait des différentes opportunités, des forums, sensibilisation pour juste montrer en fait que, par exemple, aussi on peut voir des femmes qui sont des techniciens, système réseau, et je pense que c'est des métiers où il y a beaucoup d'opportunités en fait à évoluer. Donc je pense qu'il y a en fait des combats en fait dans plusieurs sens pour justement en fait amener plus de monde pour en fait rendre ces opportunités assez attractives. Et derrière, je pense qu'il y a aussi une responsabilité assez forte chez les entreprises pour créer en fait des bons environnements d'accueil aussi, pour justement en fait qu'ils restent, parce que pour nous, en fait, c'est un enjeu de déjà en fait former nos talents, mais je pense qu'on veut qu'elles restent, elles évoluent, en fait, elles trouvent plein de réussites, épanouissement professionnel après.
Oui, on le dit, c'est un écosystème. Vraiment, tout le monde est imbriqué et dans le même bateau numérique en l'occurrence. Ces entreprises, elles ont bien compris le besoin de se transformer numériquement, mais comment est-ce qu'elles font pour inclure aussi leurs collaboratrices et collaborateurs? On parlait tout à l'heure du gap qu'il peut y avoir de temps en temps entre le fait de dire « Ok, il faut que je me connecte à la bureautique de mon entreprise, il faut que je puisse aller sur l'intranet, envoyer un rapport RH ou ce type de choses-là et je ne sais pas le faire ». Comment est-ce qu'on embarque, comment est-ce qu'on onboard en très mauvais franglais entrepreneurial ces collaboratrices et ces collaborateurs dans le processus? La transfo numérique, ça embarque tout le monde. Ah oui, complètement. Et tous les métiers sont concernés. Donc effectivement, il y a les compétences de base, mais il y a aussi, comme vous le disiez, la transformation numérique. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître dans les entreprises, d'autres qui sont pénuriques. Et en fait, on ne va pas virer les gens qui sont obsolètes et puis embaucher des gens sur les métiers pénuriques. Nous, on travaille depuis presque 7 ans avec La Poste. La Poste recycle ses facteurs et ses postiers et les gens qui sont en centre de tri, parce qu'on envoie un petit peu moins de lettres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces dernières années, on envoie plutôt des emails pour qu'ils deviennent développeurs ou développeuses à la DS. Non, absolument, snail mail. Donc en fait, on transforme des facteurs en développeurs. Et donc comme ça, les gens restent à la poste. Et c'est vrai pour les guichetiers de banque, pour les hôtesses de caisse dans la grande distribution. Tout le monde est effectivement obligé de monter en compétence. Il faut embarquer tout le monde. Et il n'y a pas une entreprise à deux vitesses avec ceux qui sont geeks et qui ont accès à tous les services et ceux qui sont à la ramasse et qui n'ont pas d'avenir et pas d'employabilité. Donc c'est très important. Le numérique, ça devient un super pouvoir pour pouvoir se transformer tout au long de la vie. Oui, et je pense que pour nous aussi, ce qu'on voit ça, peut-être, c'est ça commence plutôt avec presque les niveaux de base. Déjà comprendre où je suis en termes de diagnostic, comment en fait je vais évoluer dans les prochaines années. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que pour certaines personnes, en fait, même si en fait ils ont peut-être cette réticence parce que ils ont peur, il y a d'autres choses, que c'est vraiment, enfin, que c'est inévitable. Je pense que tous les changements. Et pour nous, c'est d'aider aussi des entreprises en fonction en fait de besoins, de parcours de formation, de bien en fait aider en fait les différentes équipes chez eux de justement aller en fait un peu plus loin. Donc je pense qu'on a quand même certains besoins déjà identifiés chez nous, par exemple pour des entreprises dans en fait les secteurs de BTP, restauration, services de propriété, qui ont des équipes aujourd'hui justement en fait parce qu'on on fait plus des processus qu'en papier. On les donne des tablettes pour marquer en fait des rendez-vous, pour en fait prendre tout leurs notes, qu'on aide justement des personnes à adopter ces nouveaux outils numériques. Et je pense qu'il y a aussi tous ces enjeux d'avenir aussi, qui est de comment en fait d'ici 2030, on sait qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore. Comment on prépare en fait toutes les personnes pour le monde de demain, et donc le plus en termes des outils ils ont pour justement être plus adaptables pour le monde du futur, de en fait comprendre et apprendre rapidement les nouveaux usages, le mieux c'est pour eux dans les prochaines années. L'inclusion numérique en véritable tremplin pour votre orientation scolaire, professionnelle, mais aussi pour la vie tout court. Allons-y carrément. Merci infiniment, Jingo, d'être passé par le plateau de l'École du Futur. Merci évidemment à Frédéric Bardot et à Simplon pour ces idées toujours extrêmement pratiques et forcément bien trouvées. Merci à Damien Douany. Damien, pour tes chroniques et pour tes questions. On se retrouve très vite, nous, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur. C'est très simple, mais moi, je peux le faire. Et on se retrouve évidemment en plateau dès demain.